Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Nietzsche et de la médisance. Nietzsche est un philosophe dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. C'est un philosophe qui a eu une grande influence sur la pensée européenne, et dont certains d'ailleurs se réclament encore aujourd'hui. Mais Nietzsche est aussi un philosophe qui divise, qui clive. Il clive non seulement les Nietzschéens et les anti-Nietzschéens, mais bon ça, on pouvait s'y attendre, mais il clive aussi les Nietzschéens eux-mêmes. C'est-à-dire que parmi les gens qui se réclament de Nietzsche, on trouve des personnalités, on trouve des profils idéologiques totalement antagonistes. Des Nietzschéens de gauche et des Nietzschéens de droite. Des Nietzschéens libertaires et des Nietzschéens traditionalistes. Ça paraît étrange, mais pourtant c'est le cas. Et d'où est-ce que ça vient ? Ça vient essentiellement du fait que la pensée de Nietzsche n'est pas une pensée de système, et que donc on peut l'adapter à des idéologies très différentes. Une pensée de système, c'est quand un philosophe construit une vision du monde cohérente et unifiée. C'est quand la pensée se déploie selon un enchaînement logique et structuré, et que donc quel que soit le morceau de raisonnement que vous allez prendre dans ces textes, ce morceau de raisonnement peut être mis en relation avec un autre morceau de raisonnement. Or chez Nietzsche, ça marche pas comme ça. Chez Nietzsche, la pensée est beaucoup plus fulgurante, beaucoup plus fragmentaire. Quand on lit Nietzsche, on lit quelqu'un qui, à tout moment, peut dire quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, voire quelque chose qui semble contradictoire avec ce qu'il a dit juste avant. Pour en revenir à ce que je disais, Nietzsche n'est pas un auteur classable en termes d'idéologie. C'est pour ça que vouloir concilier Nietzsche avec un engagement politique, c'est forcément un peu compliqué. Pendant longtemps, Nietzsche a été une figure très en vogue à gauche, chez Foucault, chez Deleuze, et même encore aujourd'hui chez quelqu'un comme François Bégodeau. Alors même que Nietzsche est quelqu'un qui a écrit, je cite, « Le socialisme est le frère cadet du despotisme ». C'est quelqu'un qui a écrit « Qui est-ce que je hais le plus parmi la racaille d'aujourd'hui ? La racaille socialiste, qui rend l'ouvrier envieux, qui lui enseigne la vengeance. » Et il ajoute « L'injustice n'est jamais dans l'inégalité des droits, mais dans la revendication de droits égaux. » Difficile d'être de gauche et d'écouter ça sans sourciller. Est-ce que ça veut dire que Nietzsche était un philosophe de droite ? Non. Parce que Nietzsche, c'est aussi quelqu'un qui a écrit, je cite, « La maladie fait partie de l'essence du christianisme. » C'est quelqu'un qui a écrit « Le nationalisme, cette névrose nationale dont l'Europe est malade. » Donc, vous voyez que c'est compliqué. C'est compliqué dès qu'on veut faire rentrer Nietzsche dans des catégories binaires. Parce que Nietzsche n'est pas un penseur binaire. C'est un penseur subtil, et comme tout penseur subtil, il n'a pas peur de sortir des lignes, de malmener les clivages. Et c'est ce qui en fait un philosophe aussi passionnant, et en même temps aussi clivant. Maintenant, si on parle de ce que signifie être nietzschéen, il y a quand même un critère objectif. Ce critère, c'est la volonté de puissance. Nietzsche promeut la volonté de puissance. Et qu'est-ce que c'est la volonté de puissance ? C'est l'exaltation de la vie. L'exaltation de la vie sous toutes ses formes. J'ai déjà eu l'occasion de parler de la volonté de puissance dans mes précédents épisodes sur Nietzsche. Je vous y renvoie, ici on va aller assez vite. Mais pour que vous ne soyez pas totalement perdu, ce que vous devez retenir, c'est que la volonté de puissance se manifeste de différentes manières, et l'une de ces manières, c'est l'indifférence aux valeurs morales traditionnelles, au bien et au mal, à la vertu et au vice. Pour Nietzsche, les valeurs morales traditionnelles sont de fausses valeurs, des valeurs qui ne trouvent pas leur fondement dans la nature, des valeurs qui ne viennent pas non plus de Dieu ou du ciel des idées. Ce sont des inventions humaines, et plus précisément, des inventions des faibles. Des inventions des faibles pour se protéger des forts.
En inventant la morale, ce que Nietzsche appelle la morale d'esclave, les faibles ont trouvé le moyen de neutraliser les forts. La morale, c'est ce qui interdit aux forts de maltraiter le faible. C'est ce qui met le fort et le faible sur un pied d'égalité. Et donc c'est ce qui permet de dire au fort, tu ne vaux pas mieux que nous. Ta force ne te rend pas supérieur. Nous sommes supérieurs, car nous avons la justice de notre côté. Or ça, nous dit Nietzsche, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que la motivation réelle de ceux qui ont inventé la morale, ce n'était pas d'être juste, c'était de se venger. De se venger des forts. De soumettre les forts à des lois et à des règles qui les empêchent d'exprimer leur volonté de puissance. Autrement dit, pour Nietzsche, la morale n'est pas le produit de la justice, elle n'est pas le produit de l'amour du prochain, elle est le produit de la haine, elle est le produit du ressentiment des faibles contre les forts, travesti en amour du prochain et en idéal de justice. C'est ça, l'acte fondateur de la morale d'esclave, le ressentiment. Et c'est là qu'on en arrive à la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la médisance. Car pour Nietzsche, la médisance est une des manifestations, elle est même la manifestation la plus pure, du ressentiment. Et donc, comprendre la médisance, comprendre ses motivations, ses origines, et en particulier ses origines psychologiques, c'est comprendre sa signification philosophique. Je rappelle que pour Nietzsche, le but de la philosophie, c'est d'être une généalogie. C'est ce que rappelle Deleuze dans son livre Nietzsche et la philosophie, quand il dit que pour Nietzsche, je cite, « Nous avons toujours les croyances, les sentiments, les pensées que nous méritons en fonction de notre manière d'être ou de notre style de vie. » Pratiquer la médisance, être animé par le besoin de dénigrer, ce n'est donc pas seulement un trait de caractère, c'est l'expression d'une identité philosophique. Et donc, tout au long de cet épisode, on va s'appuyer sur des textes de Nietzsche pour proposer un portrait psychophilosophique du médisant et ainsi montrer en quoi, pour Nietzsche, la médisance est la manifestation pratique de l'identité de celui qu'il appelle l'homme du ressentiment. Alors, la médisance, on sait tous à quoi ça correspond, mais on va quand même en donner une définition pour savoir exactement de quoi on parle. La médisance, c'est le besoin, plus ou moins prononcé, plus ou moins pathologique, de dire du mal des autres. C'est le besoin de critiquer, de rabaisser, de calomnier. C'est faire de la malveillance envers autrui le moteur de toutes ces conversations. La médisance, c'est pointer vers celui qu'on veut accabler un doigt moqueur. Et c'est en tirer du plaisir. Pourquoi du plaisir ? Parce qu'à travers la médisance, le faible a l'impression de prendre sa revanche sur le fort. De prendre sa revanche, et par la même occasion, de prendre sa place. D'inverser les rôles. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la morale juste avant, de la morale d'esclave, parce que ce que montre Nietzsche, c'est que la médisance et la morale obéissent exactement au même mécanisme, à savoir l'inversion. La morale, c'est l'inversion des valeurs. On remplace l'exaltation de la vie par la haine de la vie. La médisance, c'est l'inversion des rôles. La victime devient bourreau et le bourreau devient victime. Dans les deux cas, c'est une vengeance. Dans les deux cas, c'est un produit du ressentiment. Je vais vous proposer une formule qui résume ce que nous dit Nietzsche à propos de la médisance. La médisance, c'est la forme désinhibée de ce dont la morale est la forme inhibée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la morale est une inversion des rôles entre le faible et le fort sous couvert de justice. On punit le fort parce que, du point de vue de la morale d'esclave, la force
c'est le mal. Donc le besoin de punir le fort, le besoin de se venger du fort, n'est pas directement assumé. Il passe par le filtre des valeurs morales. Alors que la médisance, c'est une inversion des rôles entre le faible et le fort, pour le seul plaisir de dire du mal. Alors, certes, le médisant assume rarement sa médisance. Il assume rarement de dire du mal pour le seul plaisir de dire du mal. Il trouve toujours des justifications rationnelles à sa médisance, ce que Nietzsche appelle des faux fuyants. Et ce faisant, il se cache à lui-même sa médisance. Il se cache à lui-même son ressentiment. Mais ce qu'il ne peut pas se cacher, c'est le plaisir qu'il éprouve à dire du mal. C'est le plaisir qu'il éprouve à rabaisser les autres. Ce que dit Nietzsche, c'est qu'on a beau se réfugier derrière toutes les justifications qu'on veut, derrière l'objectivité, derrière la vérité, derrière la sincérité, ce qu'on recherche à travers la médisance, c'est la vengeance. Nietzsche résume ça dans une phrase, je cite, « Personne n'accuse sans avoir l'arrière-pensée de la punition et de la vengeance. » Donc la médisance, comme la morale, exprime un désir de vengeance. Mais sauf qu'il y a un problème. Ce problème, c'est que c'est une vengeance dans laquelle le faible continue d'exprimer sa faiblesse. Puisque, précisément, dire du mal, c'est exprimer quelque chose qui est en nous. Je rappelle que, pour Nietzsche, on a les valeurs de sa psychologie et on a la psychologie de sa physiologie. Le faible a une psychologie de faible qui découle de sa physiologie de faible, et sa psychologie de faible se prolonge dans une morale de faible. Morale de faible dont le but inassumé est de se venger du fort. La médisance, c'est donc le besoin d'expulser hors de soi, de transférer à l'extérieur de soi, quelque chose qui fondamentalement est en soi. Alors, soyons précis, Nietzsche fait la distinction entre deux formes de vengeance. Ce qu'il appelle la vengeance de conservation et la vengeance de compensation. La vengeance de conservation, c'est quand la vengeance a pour but d'éviter un dommage futur. On se venge d'un ennemi qui nous a attaqués pour le dissuader de nous réattaquer. La vengeance de compensation, c'est quand la vengeance ne sert pas à éviter une nouvelle attaque, quand le mal est pour ainsi dire déjà fait, et que du coup on cherche juste à se soulager, parce qu'on s'est senti humilié, et qu'on veut que celui qui nous a humiliés partage notre humiliation, qu'il partage notre souffrance. Donc, quand il critique, le médisant extériorise sa souffrance. Mais en même temps qu'il extériorise sa souffrance, il exprime son besoin de l'extérioriser. Donc il exprime la souffrance qui est à l'origine de son besoin d'extériorisation. Pas besoin d'avoir un DEA en psychologie pour comprendre que celui qui ne peut pas s'empêcher de critiquer, qui établit son rapport à l'autre sur le mode quasi exclusif de la malveillance et de l'insulte, est en proie à une frustration, à un mal-être, et à un besoin de reporter son mal-être sur les autres. Dire du mal pour oublier son propre mal. Et donc c'est en cela que le médisant se ment à lui-même quand il croit prendre la place du fort. Parce qu'on ne prend pas la place du fort en criant « je souffre ». On ne prend pas la place du fort en dirigeant vers lui notre ressentiment. On prend la place du fort en sortant du ressentiment. Je vais le dire autrement. Le fort, ce n'est pas celui qui libère son ressentiment, c'est celui qui se libère du ressentiment. On l'a dit, le ressentiment, c'est la haine de la vie. Parce que la vie est un affrontement de force, et que, dans cet affrontement de force, le faible est en danger. Donc la haine du faible trouve son origine dans la peur. La peur d'être confronté au fort. Et cette peur génère chez le faible un sentiment de honte. Le faible a honte de sa faiblesse. Et Nietzsche nous dit que c'est pour ça que quand le faible cherche à se venger du fort, la méthode qu'il utilise, c'est la punition.
Parce que le principe de la punition, c'est de donner honte. C'est d'humilier. Et comme le faible est sensible à la honte, comme il est sensible à l'humiliation, il veut transférer sa propre humiliation sur le fort. Lui faire subir ce qu'il subit, ou ce qu'il a subi. Donc on a bien affaire à ce qu'on appelle en psychologie un mécanisme de projection, c'est-à-dire de déplacement à l'extérieur de soi d'une réalité intérieure. Donc le point de départ de la médisance, c'est un sentiment d'infériorité. Sentiment d'infériorité paradoxal d'ailleurs, parce qu'il se nourrit de l'idée que c'est celui qu'on critique qui est inférieur. Il se nourrit de l'idée que nous sommes supérieurs à celui que nous critiquons. Bah oui, puisque précisément, la médisance est un mécanisme d'inversion. Je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde. Quand on est jaloux de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le critique, on le dénigre, on le rabaisse. On dit pas « cette personne est géniale », puisque ce qu'on veut, c'est qu'on dise que c'est nous qui sommes géniaux. Donc quand quelqu'un a du succès auprès des autres, et que nous sommes envieux de ce succès, quand on pense que ce succès devrait normalement nous revenir à nous, on rationalise notre jalousie. Et on trouve tous les défauts possibles chez la personne pour se convaincre qu'elle ne mérite pas son succès. Sans se rendre compte qu'en faisant ça, on ne fait que confirmer notre sentiment d'infériorité. Quand on n'est pas jaloux, et que quelqu'un a du succès auprès des autres, on n'éprouve pas le besoin de le dénigrer. Parce que croire qu'on va annuler le succès de quelqu'un en faisant l'étalage de notre ressentiment, c'est très naïf. Et surtout, c'est occulter les raisons profondes pour lesquelles on la critique. Les raisons véritables. Quand on se sent obligé de débiner la personne, quand on se sent obligé de faire un exposé sur ses défauts pour montrer à quel point son succès n'est pas justifié, c'est qu'on le vit mal. C'est qu'on est touché par le fait qu'elle ait du succès. Et qu'on voudrait que ça s'arrête. Quoi qu'on dise, pour rationaliser notre réaction. Je vais vous lire une citation de Nietzsche, qu'on trouve dans Humain trop humain, et dans laquelle Nietzsche met en relation la médisance et le sentiment d'infériorité. Je cite : « Ils ne sont pas rares, c'est peut-être même la majorité, les hommes qui ont absolument besoin, pour maintenir leur estime d'eux-mêmes, de rabaisser et de dénigrer, dans la représentation qu'ils s'en font, tous les hommes qu'ils connaissent. » Donc là, que nous dit Nietzsche ? Il nous dit que le besoin de rabaisser a pour but le maintien de l'estime de soi. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, à savoir que dans un rapport d'inégalité, dans un rapport hiérarchique, en l'occurrence dans un rapport hiérarchique entre le fort et le faible, si le faible est dans l'incapacité de s'élever au niveau du fort, sa seule solution, c'est d'abaisser le fort à son niveau, en le dénigrant, en le salissant. D'ailleurs, étymologiquement, dénigrer, ça veut dire rendre noir. Dénigrer, c'est obscurcir. Le médisant évolue dans la noirceur. Et ça, c'est fondamental parce que cette noirceur dans laquelle il évolue, le médisant veut l'étendre à tous ceux qui n'y évoluent pas. C'est pour ça qu'il cherche à tout médiocriser. Parce que s'il arrive à se convaincre que tout le monde est médiocre, sa propre médiocrité devient supportable. C'est comme si elle s'annulait. Alors qu'à l'inverse, à chaque fois qu'un homme s'élève au-dessus de la médiocrité, c'est un rappel que lui n'y est pas parvenu. Donc que fait celui qui n'est pas parvenu à s'élever, et qui, parce qu'il n'y est pas parvenu, ne veut pas que les autres puissent s'élever? Il les rabaisse. Il les rabaisse par les mots, à défaut de pouvoir les rabaisser par les actes. Donc à chaque fois que vous entendez quelqu'un médire, dites-vous bien qu'il ne le fait pas par plaisir. Il le fait par besoin. Le besoin de se persuader que les autres sont médiocres, car si les autres sont médiocres, c'est moins honteux de l'être soi-même. Le médisant est sensible à la honte.
De manière générale, il est sensible à tout ce à quoi le fort est indifférent. Exemple, la réputation. Le médisant est très sensible à la réputation. C'est d'ailleurs parce qu'il est sensible à la réputation qu'il s'en prend à la réputation des autres. Et il y est d'autant plus sensible qu'il prétend ne pas l'être. Puisque le reconnaître, ce serait reconnaître sa faiblesse, ce qu'évidemment il ne veut pas. Le médisant est sensible à la validation sociale. C'est d'ailleurs pour ça que le médisant exerce toujours sa médisance à l'intérieur de son groupe. Quand vous pensez à la médisance, l'image que ça évoque en vous, ce n'est pas quelqu'un qui critique les autres tout seul dans son coin. C'est plutôt le groupe de médisants. Les commères. Le médisant a besoin du groupe parce que le groupe lui donne l'impression d'avoir une importance et donc de s'élever par la médisance. Le médisant, c'est celui à qui on demande de dénigrer pour nous divertir. Donc il y a un écosystème de la médisance. Un écosystème au sein duquel le médisant peut jouir d'une certaine autorité, voire d'une certaine aura. Et le médisant a aussi besoin du groupe pour lui faire oublier que s'il dénigre, c'est par ressentiment. On oublie que la médisance est un produit du ressentiment en faisant un jeu collectif. C'est pour ça que les médisants aiment se rassembler pour critiquer. Parce que c'est un moyen pour eux de s'auto-persuader qu'ils ne sont pas aigris ou envieux, mais qu'ils sont supérieurs. Un groupe dans lequel tout le monde partage notre ressentiment est un groupe qui fait oublier qu'il est bâti sur le ressentiment, puisqu'il le normalise. Par définition, on ne constate pas ce qui est normal, on constate ce qui sort de la norme. Quand la médisance est normalisée dans un groupe, on ne voit même plus que c'est la médisance qui nous relie. L'effet de groupe dissout le discernement. C'est le propre de tous les phénomènes collectifs, de nous ôter notre individualité. Il y a un très bon roman de Jean Telet qui s'appelle « Mangez-le si vous voulez », basé sur une histoire vraie, et qui décrit le lynchage d'un homme dans un village de Dordogne en 1870. La France vient d'entrer en guerre contre la Prusse. Alain Monéis est un aristocrate de 32 ans. Il participe à la foire du village de Hautefeuille. Et là, des villageois commencent à le molester parce que son cousin aurait été entendu le matin en train de crier « Vive la République !» Sans qu'il puisse rien faire pour se soustraire au groupe, Monéis est tabassé, torturé et brûlé. Et c'est là que le maire du village aurait dit aux habitants « Mangez-le si vous voulez », ce qui a été démenti lors du procès. Bon, et bien cette affaire, elle est représentative de la mécanique psychologique des phénomènes de groupe. Phénomène de groupe qui rend possible la dilution de la responsabilité. J'ai fait ça parce que tout le monde faisait ça. Je n'ai fait que suivre le mouvement. Eh bien, suivre le mouvement, c'est exactement ça pour Nietzsche qui caractérise l'homme du ressentiment. Dans le Gai Savoir, Nietzsche parle lui-même des hommes de troupeau et de l'instinct de troupeau. Un homme de troupeau, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans le conformisme du groupe. Donc il y a deux raisons pour lesquelles la médisance va de pair avec les phénomènes de groupe. La première raison, c'est que la médisance repose sur l'existence d'une cible commune, de ce que René Girard appelait un bouc émissaire. La médisance, c'est la désignation d'une victime qu'on accable de tous les maux. Une victime expiatoire. Je rappelle que le bouc émissaire, à l'origine, c'était une coutume biblique qui voulait qu'on charge un bouc de tous les péchés de la communauté et qu'on le chasse dans le désert pour qu'il les éloigne de la cité. Donc ça s'inscrit dans une logique sacrificielle. On sacrifie le bouc émissaire pour souder la communauté et pour la revivifier. Eh bien, c'est exactement cette mécanique qui est à l'œuvre dans la médisance. Le bouc émissaire, c'est celui contre lequel se coalisent les médisants, contre lequel se coalisent leurs ressentiments.
leur frustration, leur amertume. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Nietzsche explique dans la généalogie de la morale que la morale d'esclave est le produit de la coalition des faibles contre les forts, des hommes du ressentiment contre les hommes supérieurs. Alors, je précise quand même parce qu'évidemment, homme supérieur, ça peut donner lieu à des interprétations douteuses. L'homme supérieur chez Nietzsche, c'est l'homme affranchi. Affranchi de quoi ? Du ressentiment, justement. Et de tout ce qui découle du ressentiment. L'homme supérieur, c'est l'homme qui n'est soumis à aucun système de valeurs, parce qu'il est le créateur de son propre système de valeurs. C'est celui qui crée les valeurs qu'il suit et qui suit les valeurs qu'il crée. On va en reparler dans un instant. Donc le surhomme, c'est l'homme supérieur, au sens littéral de supérieur, c'est-à-dire qui est au-dessus du troupeau. La morale du surhomme, Nietzsche l'appelle la morale aristocratique. Aristocratique, aristos en grec, ça veut dire les meilleurs. Meilleurs au sens de plus accomplis. Donc la morale aristocratique ne se réduit pas à la morale de la classe aristocratique. Même si, historiquement, ce sont les membres de l'aristocratie qui incarnaient les valeurs du surhomme. Les valeurs d'impétuosité, d'exaltation, de dépassement de soi. C'est ça, la morale aristocratique, la morale du dépassement. Et ce n'est pas pour rien si les titres de noblesse incluent des références à la supériorité. Quand on dit « Votre Altesse », l'altesse, c'est la hauteur, comme dans « altitude », c'est l'idée d'élévation. Et donc ce que nous dit Nietzsche dans la généalogie de la morale, c'est qu'avant que nos valeurs morales ne soient instituées et généralisées, nos valeurs morales, c'est-à-dire nos valeurs traditionnelles, la pitié, la vulnérabilité, l'altruisme, toutes ces valeurs qui pour Nietzsche sont des émanations de la faiblesse, puisque ce sont les faibles qui ont besoin d'elles pour pouvoir survivre, avant l'instauration de ces valeurs, donc, il y avait les valeurs aristocratiques. Ce que Nietzsche appelle la morale des maîtres, pour la distinguer de la morale d'esclaves. Et donc, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, la morale du surhomme, c'est la morale de l'affirmation. De l'affirmation de soi et de la vie. C'est la morale qui dit oui à la vie. Alors que la morale d'esclave, c'est une morale qui dit non à la vie. Et qui fait de ce non le socle de ses valeurs. Si la morale du surhomme est une morale de l'affirmation, la morale d'esclave est une morale de la négation. Et, plus précisément encore, une morale de la réaction. Je vais vous lire un passage de Généalogie de la morale dans lequel Nietzsche résume tout ça. Je cite : « Le soulèvement des esclaves dans la morale commence lorsque le ressentiment devient lui-même créateur et engendre des valeurs. Le ressentiment de ces êtres à qui la réaction véritable, celle de l'action, est interdite et que seule une vengeance imaginaire peut indemniser. Alors que toute morale aristocratique naît d'un oui triomphant adressé à soi-même, de prime abord, la morale des esclaves dit non à un dehors, à un autre, à un différent de soi-même. Et ce non est son acte créateur. Cette inversion du regard posant les valeurs, la nécessité qui pousse à se tourner vers le dehors plutôt que vers soi-même, cela relève justement du ressentiment. La morale des esclaves a toujours et avant tout besoin, pour prendre naissance, d'un monde hostile et extérieur. Elle a, physiologiquement parlant, besoin d'excitation extérieure pour agir. Son action est foncièrement une réaction. Alors là, c'est très éclairant. C'est très éclairant parce que Nietzsche montre ici que les deux morales qui sont en opposition, la morale affirmative du surhomme et la morale négative de l'esclave, ces deux morales sont le prolongement de deux modes d'existence, il faudrait dire de deux forces, une force proactive et une force réactive.
La force proactive, c'est celle qui aboutit à la création, tandis que la force réactive est celle qui aboutit à la contradiction. Le surhomme évolue dans l'action. Il évolue dans l'affirmation de lui-même et de ses propres valeurs. Concrètement, ça signifie que l'anthropologie du surhomme, c'est l'indifférence. Le surhomme est indifférent à ce que les gens font, il est indifférent à ce que les gens pensent, il ne surveille pas les comportements pour savoir si ça c'est bien ou ça c'est mal, il se contente d'incarner sa volonté de puissance. Donc le surhomme ne vit pas, vous l'aurez compris, dans le besoin obsessionnel d'écraser ou d'humilier les autres. Précisément parce qu'il s'en fiche des autres. Il n'a pas le temps. Il est tourné vers lui-même et vers la vie. À l'inverse, l'homme du ressentiment est tourné vers les autres. Il fait dépendre son mode d'être de ce que font les autres ou de ce que disent les autres. En clair, l'anthropologie de l'homme du ressentiment, c'est la réaction. Il n'agit pas, il réagit. Et réagir, ça veut dire agir contre. Donc l'homme du ressentiment est totalement dépendant de ce que font les autres. Il a besoin des autres pour pouvoir exister par rapport à eux. Évidemment, vous voyez en quoi ça s'applique parfaitement à la médisance, puisque la médisance, c'est le besoin de réagir à ce que font les autres. Mais il faut ajouter un élément, à savoir que, comme on l'a vu, l'homme du ressentiment n'est pas seulement dans la réaction, il est aussi dans la négation. Et c'est pour ça que Nietzsche utilise le mot ressentiment. Le ressentiment, c'est le sentiment contre. L'homme du ressentiment est toujours contre. Et quand il est pour ce qui est contre. Il est pour interdire, pour condamner, pour empêcher. Il est pour dénoncer ou pour porter plainte. Il est pour la négation. Ça ne vous rappelle rien? Comment le médisant occupe-t-il son temps? Il occupe son temps à être contre. Puisque la critique est son moteur. Le médisant ne s'affirme qu'en niant. Il ne rit pas, il ricane. Rire, c'est créer. Ricaner, c'est réagir. Rire, c'est dire oui à la vie. Ricaner, c'est se venger de la vie. Tous les registres du ressentiment sont dans son répertoire. L'ironie, le sarcasme, la causticité. Il ne peut rire qu'en se moquant, c'est-à-dire en riant d'eux, car son plaisir se situe dans la diminution. Nietzsche parle de ça dans Humain trop humain, il appelle ça la joie maligne, Schadenfreude en allemand. La joie maligne, c'est la joie qui se réjouit du mal, la joie du pauvre. Je cite, « La joie maligne que l'on éprouve en face du mal d'autrui provient du fait que chacun se sent mal en point sous bien des rapports, qu'il a lui aussi ses soucis, ses remords, ses douleurs, et qu'il ne les ignore pas. Le dommage qui touche l'autre fait de lui son égal, il réconcilie sa jalousie. S'il a des raisons momentanées pour être heureux lui-même, il n'en accumule pas moins les malheurs du prochain, comme un capital dans sa mémoire, pour le faire valoir dès que sur lui aussi le malheur se met à fondre. C'est là également une façon d'avoir une joie maligne. Le sentiment de l'égalité veut donc appliquer sa mesure au domaine du bonheur et du hasard. La joie maligne est l'expression la plus vulgaire, par quoi se manifeste la victoire et le rétablissement de l'égalité. Vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'égalité? La médisance, c'est un moyen pour le faible de rabaisser le fort à son niveau et ainsi de se donner l'illusion d'une égalité. Ce que Nietzsche ajoute ici, c'est que l'homme du ressentiment se réjouit du malheur de son prochain parce qu'il y trouve un rappel de son propre malheur, de ses propres défaillances. En clair, il se sent moins seul. Et le fait que l'homme du ressentiment se réjouisse et se nourrisse du malheur des autres, ça permet d'écarter l'idée
selon laquelle la médisance ne serait en réalité pas de la médisance, mais qu'elle serait juste une critique objective. Vous savez, les gens qui dénigrent et qui disent « je ne critique pas, je constate ». Mais si la médisance n'était que du constat, si elle n'était pas de la médisance, c'est-à-dire une expression du ressentiment, mais une critique objective, dans le but de corriger, dans le but d'améliorer. Comment se fait-il que le médisant n'applique jamais la critique à lui-même? Si la critique est nécessaire, utile, saine, pourquoi ne pas encourager les autres à nous critiquer également? Car vous remarquerez que si l'homme du ressentiment est très prompt à critiquer les autres, il est allergique à sa propre critique. Ce qui prouve bien que quand le médisant critique, l'objectivité n'est qu'un masque. Elle n'est qu'un mensonge. Un mensonge sur sa motivation profonde, qui n'est pas un désir d'élévation, mais un désir de vengeance. Pour l'homme du ressentiment, la critique est une arme, et on ne dirige pas une arme contre soi. Au XIXe siècle, il y avait un critique littéraire français assez connu qui s'appelait Sainte-Beuve. Et Sainte-Beuve adressait des critiques extrêmement virulentes à des écrivains que tout le monde s'accordait à reconnaître comme de grands écrivains. Par exemple Balzac, ou par exemple Stendhal. Évidemment, nul écrivain n'est à l'abri de la critique. Mais ce qui était reproché à Sainte-Beuve, et notamment ce que Nietzsche reprochait à Sainte-Beuve, c'était de ne pas réussir à dissimuler son aigreur à l'égard des auteurs qu'il critiquait. C'était de laisser transparaître dans ses critiques une amertume et un désir de vengeance. C'était de confondre critique et médisance. Voilà ce qu'écrit Nietzsche, c'est dans Le Crépuscule des idoles. Je cite « Sainte-Beuve est plein de petites haines contre tous les esprits virils. Il erre çà et là, raffiné, curieux, ennuyé, aux écoutes. Un être féminin au fond, avec des vengeances de femme et des sensualités de femme. En tant que psychologue, un génie de médisance, inépuisable dans les moyens de placer cette médisance. Personne ne s'entend aussi bien à mêler du poison à l'éloge. Ses instincts inférieurs sont plébéiens et parents au ressentiment de Rousseau. Donc il est romantique, car sous tout le romantisme, grimace et guette l'instinct de vengeance de Rousseau. Révolutionnaire, mais passablement contenu par la crainte. Sans indépendance devant tout ce qui possède de la force. L'opinion publique, l'académie, la cour, sans excepter Port-Royal. Irrité contre tout ce que les hommes et les choses ont de grand, contre tout ce qui croit en soi-même. Suffisamment poète et demi-femme pour sentir encore la puissance de ce qui est grand, sans cesse recoquillé comme ce vers célèbre, parce qu'il sent toujours qu'on lui marche dessus. Dans ce texte, Nietzsche nous donne une dernière information à propos de la médisance, une information qui synthétise tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, à savoir qu'elle est l'expression d'un sentiment d'impuissance. Le médisant se sent impuissant. Impuissant à quoi? Impuissant à créer. Impuissant à produire une œuvre. À être reconnu pour ses réalisations. Le grand écrivain a quelque chose du surhomme. Il crée un monde avec ses propres règles, ses propres lois, ses propres valeurs. Le critique littéraire, lui, est condamné à réagir, à placer ses pas dans ceux de celui qu'il critique. Voilà pourquoi sa seule option, s'il veut se distinguer, c'est de jeter le discrédit sur l'œuvre qu'il critique. À moins qu'il ne décide de créer sa propre œuvre. Mais ça demande davantage que du sarcasme. Ça demande du travail, de l'audace, de la résistance aux critiques. Ça demande de la volonté. Nietzsche écrit, je cite, « Les hommes doués mais nonchalants auront toujours l'air un peu irrités
lorsque l'un de leurs amis aura terminé un bon travail. Leur jalousie s'éveille, ils ont honte de leur paresse. Ou plutôt, ils craignent que l'homme actif ne les méprise alors encore plus que d'ordinaire. C'est dans cette disposition d'esprit qu'ils critiquent l'œuvre nouvelle, et leur critique devient de la vengeance. Vous l'ignorez peut-être, mais le concept de ressentiment chez Nietzsche a ouvert le champ à de nombreuses études en psychologie, des études qui semblent donner raison à Nietzsche, puisqu'elles mettent en évidence la relation entre médisance et vulnérabilité, entre besoin de critiquer et sentiment d'insécurité. Dans ces études, voilà ce qu'on peut lire. Je cite : « Les personnes les plus critiques se comparent continuellement aux autres. Elles envient la chance des autres. Mais elles nourrissent aussi l'idée narcissique qu'elles méritent mieux que les autres parce qu'elles se croient supérieures. Ce sont des personnes à faible estime de soi, avec une tendance à l'appréhension et des difficultés à communiquer de manière assertive leurs besoins émotionnels. Elles ont donc recours à la critique et au drame pour atteindre leurs objectifs. La propension à critiquer les autres répond à une profonde peur d'être jugées. Bien que les personnes qui critiquent les autres puissent être très cinglantes, à la base de leur attitude se trouve une grande fragilité émotionnelle, un ego hyper réactif et extrêmement sensible qui cherche à s'apaiser par la critique négative. Tous ces éléments confirment une chose, à savoir que si la médisance est effectivement l'arme des impuissants, il s'agit moins d'une arme d'agression qu'une arme de défense. Ce que veut le médisant, ce n'est pas tant faire du mal aux autres que se faire du bien à lui. Ce n'est pas tant rabaisser l'autre que s'élever. Donc, la prochaine fois que vous croiserez la route d'un médisant, gardez à l'esprit cette citation de Nietzsche : « Les insectes piquent, non par méchanceté, mais parce que eux aussi veulent vivre. Il en est de même des critiques. Ils veulent notre sang et non pas notre douleur. » Je vous remercie.